Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc soyez les bienvenus dans ce webinaire qui est organisé par la société Geosciences and Technology Solutions en collaboration avec Macotrège. Soyez les bienvenus dans cette première édition de WIGIGA. WIGIGA, c'est une série de webinaires qui sera au fur et à mesure organisé par des partenaires des milieux socio-économiques et bien sûr du milieu de la recherche scientifique. Donc la première édition qui aura sur le thème comment l'information géospatiale contribue à la protection des ressources hydriques et à la surveillance environnementale. Donc soyez les bienvenus, je me présente tout d'abord. Donc, je m'appelle Sama Jnah, géomaticien à l'université Cité Mohamed Ben Abdallah, faculté polydisciplinaire de Taza au Maroc et consultant formateur en géomatique et ses applications et fondateur de la société Geosciences and Technology Solutions. Donc, voici le programme qu'on va entamer durant ce webinaire. Donc, parmi les intervenants, il y a M. Hassan Ben Saïd, qui aura comme titre d'intervention « Rôle de la géomatique dans l'économie de l'eau et télégestion des projets agricoles ». La deuxième présentation qui sera présentée par moi-même, « Apport de l'information géospatiale à la surveillance environnementale, perspective et études de cas. » Et finalement, Madame Aïcha Liarfi, qui aura comme intervention l'utilisation des techniques de la géomatique pour cartographier la ville. Déjà, on a lancé une série de webinaires que vous pouvez chercher via ces liens. Donc, le webinaire géomatique spécialité d'avenir au service des activités socio-économiques. Vous pouvez visiter d'accéder via ce lien. Bien sûr, d'autres webinaires sur les drones et leur utilisation au milieu socio-économique que vous pouvez, voici le lien que vous voulez visiter. Donc, il y a des séries de webinaires qui sont lancés par nos partenaires des milieux socio-économiques, donc vous voyez. Donc, voilà. Donc, durant cette session de webinaire, vous donc essayez s'il vous plaît de désactiver vos micros tous. Donc, vous pouvez interagir avec nous, soit de poser votre question, soit de l'onglet discuter avec tous les participants, ou bien si vous voulez d'activer votre micro et d'intervenir directement. Bien sûr, pour les questions et les réponses qui sont bien sûr à la fin de toutes les présentations, et chaque présentation sera transférée par le modérateur et à l'intervenant désigné. Donc, et bien sûr, si vous avez des questions après le webinaire, vous pouvez nous contacter s'il n'y a pas le temps ou bien si vous n'avez pas l'occasion d'interagir directement. Un replay qui sera prévu c'est-à-dire un enregistrement qui sera déposé sur la chaîne YouTube, bien sûr selon l'acceptation des intervenants. D'accord, donc donc ma présentation aura sur l'apport de l'information géospatiale à la surveillance environnementale et perspectives et études de cas. Donc, durant cette présentation, on va essayer de voir les plateformes et capteurs, surveillance environnementale par télédétection, une mission d'acquisition par drone et une étude de cas sur la détection des feux de forêt par l'imagerie satellitaire. Les plateformes et capteurs de télédétection. Donc, vous voyez dans cette image, donc il y a des drones, ce qu'on appelle des aéronefs, ou bien des drones
sans pilote, véhicules sans pilote. Donc vous voyez qu'ils sont il y a des types. Parmi les grands types de drones, il y a des drones à voilure fixe et les drones à aile fixe et à voilure tournante. Comme vous voyez ici, donc il y a la partie plateforme. La partie plateforme et la partie capteur. Le capteur, celui qui fait l'acquisition de la donnée. Donc il y a des capteurs qui sont des capteurs RGP, qui donnent des images RGP, et des capteurs multispectrales. Vous voyez des couches de bandes. Et le capteur RGP qui s'occupe de faire donc une acquisition, bien sûr, pour avoir des orthophotos, des courbes de niveau, traiter l'information pour avoir plus des détails sur le secteur. Là, c'est le drone, qui est ce qu'on appelle les drones de pulvérisation, qui est appliqué dans l'agriculture et l'agriculture de précision. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a des drones la voilure fixe et les drones multirotors, comme les marques des DJI, Phantom, Sensefly, etc. Et ce qu'on appelle les drones hybrides qui ont un décollage vertical et atterrissage vertical. Donc pour les capteurs, donc il y a les capteurs RGP, c'est-à-dire la caméra qui s'occupe de faire l'acquisition de la donnée, des capteurs multispectrales qui permet d'avoir des informations sur les parcelles et de prendre des décisions vraiment rationnelles. Et bien sûr, il y a des capteurs thermiques qui émettent des ondes émises par le corps de l'objet. Et bien sûr, des capteurs LiDAR qui permettent d'avoir une topographie, c'est-à-dire une topographie de précision pour mieux modéliser un territoire. D'accord, vous voyez, c'est donc le DJI Phantom 4 multispectral avec les différentes composantes de ces drones. Donc, voilà les caméras, donc les parties de capteur qui fait le capteur de rayonnement solaire global, un modèle RTK, c'est-à-dire un modèle soit PPK, RTK, donc Real Time Kinematic, qui permet d'avoir des données géolocalisées en temps réel, des détecteurs d'obstacles, des caméras de détection en avant et en arrière, avec les différentes capteurs multispectrales dans les 6 yeux. D'accord, vous voyez donc là, c'est les drones à aile fixe, c'est le cas des drones EBE+, c'est une drone à aile détachable avec les différentes caractéristiques, voilà, qu'on peut l'utiliser pour faire des cartographies, soit dans des forestiers, cartographies dans les mines, des carrières, etc., qui s'occupe, voilà, de ces caractéristiques-là. Donc, il contient un mode GPS RTK PPK, Real Time Kinematic ou bien Post Processing Kinematic, qui a des couleurs jaune et noir, oui, et qui peuvent atteindre à une altitude maximale de 3 km avec des caméras SODA avec les différentes caractéristiques. Voilà les caméras, les caractéristiques du capteur RGP de cette caméra SODA, qui peuvent une résolution au sol qui peuvent atteindre 2,9 cm par pixel, et bien sûr selon la hauteur de vol. La surveillance environnementale par télédétection. Donc les domaines ou bien les applications de la télédétection, que ce soit la télédétection aérienne ou spatiale, captée au bord, soit au bord des avions,
ou bien au bord des satellites, c'est-à-dire la plateforme des satellites et le capteur, les différents capteurs qu'ils sont actuels. Donc, on peut faire la surveillance de la biodiversité, donc avec les drones. Donc, facilement, on peut cartographier les habitats naturels, surveiller des espèces végétaux et animaux, et bien sûr évaluer l'état de biodiversité dans une région donnée. Aussi, la surveillance des ressources en eau. Donc, les capteurs ou bien les caméras ou bien qui sont embarqués ou bien aéroportés au bord de l'aéronef ou bien le plateforme. Il permet de détecter la variation de l'humidité des sols, la hauteur des rivières, des lacs. Donc, ces informations donc, pour faire gérer les prévisions des ressources en eau et bien sûr de prendre des décisions, notamment dans les zones qui sont touchées par la sécheresse et ou les inondations. Parmi l'application environnementale, donc la détection du changement de végétation, donc on peut suivre l'évolution au fil du temps de l'indice normalisé, l'indice NDVI. Donc on peut identifier les zones qui sont touchées par les incendies de forêt, bien sûr selon la variation de leur indice de végétation. Et bien sûr on peut suivre d'autres changements importants. Ça fait partie des études spatio-temporelles de la télédétection, que ce soit aérienne ou spatiale. La surveillance de la biodiversité, donc les données satellitaires, de l'imagerie satellitaire et aérienne, offrent des outils très puissants pour cartographier les écosystèmes, détecter les changements dans la répartition des espèces. Donc, on peut même suivre des animaux dans le comté observé, puisque le moteur, c'est-à-dire le moteur des drones, donc il fait silencieux, donc on peut suivre les animaux sans les déranger. L'irrigation et le drainage aussi, les drones, on peut utiliser pour planifier les systèmes d'irrigation et bien sûr et d'avoir une idée sur la topographie du terrain. C'est même avec le capteur RGB, on peut modéliser en 3D, c'est-à-dire d'avoir d'un modèle numérique de surface, mais le plus précis, c'est le capteur LIDAR en termes de modélisation des drainages des eaux. On peut bien sûr, à l'aide de l'imagerie thermographique, on peut avoir une idée sur la santé des plantes et bien sûr sur la teneur en eau des plantes et des sols pour assurer une protection de la plante. Parmi missions d'acquisition des données, donc il y a toujours le cadre réglementaire, c'est-à-dire préparer toutes les autorisations de vol et les démarches administratives pour avoir cette autorisation. Et puis il y a la phase de planification. La phase de planification, consiste à planifier la mission, donc tout en mettre en place les différents paramètres, c'est-à-dire la hauteur de vol, c'est-à-dire les recouvrements longitudinaux et transversaux, et c'est-à-dire la résolution de l'image demandée, la superficie, etc. Donc c'est ça parmi les étapes d'une mission de planification. Tout ça s'effectue sur des logiciels de planification. Et donc, il existe plusieurs logiciels de planification, à savoir OMotion. C'est le logiciel standard bureautique sur l'ordinateur, s'installe sur l'ordinateur. Il y a des logiciels qui sont propres à chaque fournisseur, à chaque propriétaire c'est-à-dire la marque du drone. Donc DJI, Phantom, etc. et d'autres.
s'installe sur le système Android ou bien iOS. Les recouvrements sont très importants. Les recouvrements, on a dit les recouvrements longitudinal transversal. Donc, il est toujours important de le choisir selon les recommandations de chaque mission. C'est-à-dire l'objet qu'on veut cartographier, ou bien la mission, ou bien le client qui demande la mission. Bien sûr, c'est-à-dire les points de cliché, c'est-à-dire les points de contrôle au sol, doit être relevé auparavant avant de lancer sur le terrain. Donc, avant de faire la mission, il faut avoir des points de calage pour avoir une meilleure précision en X, Y et Z. Donc, parmi les produits, on pourra avoir des modèles numériques de surface, des modèles numériques de terrain, des maillages triangulaires. On peut générer des courbes de niveau, modéliser 3D et avoir des orthophotos pour faire, ça dépend de chaque mission JD. Donc, pour faire soit des classifications, soit des représentations cartographiques. On passe à une étude de cas sur la détection des feux de forêt. Donc, les incendies sont des responsables de dégâts très importants, surtout dans le milieu forestier. Donc, puisque ces espaces sont précieux et ça coûte, pour se reconstituer, ça coûte longtemps. Donc, à Taza, il y a un incendie a été démarré le 14 juillet 2022, l'année dernière, juillet. Donc, c'est dans son contexte, nous avons tenté de montrer qu'avec l'utilisation de l'imagerie satellitaire, qu'on peut, bien sûr, à l'aide des images Sentinel-2A optiques et les images de Landsat 8, qu'on peut quantifier et déterminer la superficie des zones brûlées. Voilà le secteur d'étude, c'était la commune, la province de Taza, commune Smia, c'est-à-dire plus précisément la forêt de Babazhar. On a bien sûr, selon cette démarche, les pré-traitements effectués sur des images Sentinel-2 et Landsat 8 pour faire bien sûr la pré-traitement, la correction radiométrique, la calibration radiométrique, la correction atmosphérique, et puis l'extraction de la zone d'étude, et puis à l'aide des compositions des bandes pour accentuer la zone brûlée et finalement de détecter c'est-à-dire la superficie de la zone brûlée. Voilà, c'est selon la composition des bandes B4, B8A et B12 de Sentinel-2A, optique. Et donc vous voyez clairement que l'axe, voilà la zone brûlée qui apparaît en violet, qui occupe bien sûr un espace vraiment énorme. Selon la composition couleur infrared, donc c'est après, là on a pris deux images, c'est-à-dire deux dates d'acquisition, avant l'incendie et après l'incendie, et de comparer l'état de changement du sol et de détecter, quantifier c'est-à-dire les changements. Là c'est l'indice de végétation, vous voyez clairement qu'il y a avant et après, qu'il y a clairement, visuellement, observable qu'il y a un changement de ce secteur. Les MBRI, donc c'est un indice qui permet d'accentuer c'est-à-dire les zones brûlées, clairement. Donc voilà, on a fait une classification supervisée avant et après pour avoir détecté pour classifier le sol. Vous voyez, donc il y a trois classes, donc low,
l'espace forestier, végétation, le sol nu. Et là, c'est avant l'incendie, plutôt après l'incendie, là, c'est après, là, c'est avant. Et bien sûr, de calculer la superficie de la zone brûlée qui est 1208 hectares 74. Donc, pour conclure, la combinaison de la télédétection aérienne spatiale avec l'intelligence artificielle, les outils de traitement, donc il permet une meilleure surveillance environnementale précise qui facilitant plusieurs décisions éclairées en termes de protection de notre environnement. Donc, je reste à votre disposition s'il y a des questions à la fin de la dernière présentation. Merci. Maintenant, je passe la parole à troisième intervenante qui est Madame Aïcha Liafi. À vous la parole. Merci, Monsieur Sama. Je suis diplômée de l'Université Abdel Sadi et j'ai un master en sciences du littoral approche pluridisciplinaire à la FST de Tanger. Tout d'abord, je tiens à remercier les plus sincères s'adressent à Geoscience and Technology Solutions de me donner l'opportunité de partager ce sujet avec vous. Comme l'a dit M. Oussama, aujourd'hui je voudrais présenter un sujet sous-titre l'utilisation des techniques de la géomatique pour cartographier la vulnérabilité des zones côtières face à la pollution marine, cas des marées noires. Je pense qu'il y a un problème. Dans ce exposé, il y aura 6 parties. Je vais commencer par une introduction et ensuite généralité sur les marées noires et après l'objectif de ce sujet et la méthodologie suivie et le résultat et comment interpréter et finalement une petite conclusion. Une marée noire désigne une catastrophe industrielle et écologique qui se traduit par le déversement d'une importante quantité de pétrole brut et de produits pétroliers lourds dans la mer. Lorsque ces nappes atteignent la zone côtière ou lorsqu'il se produit directement à proximité du littoral, le phénomène de pollution et d'indigestion affecte les habitants de la zone côtière et les différentes activités humaines qui se partagent l'usage du littoral. Parmi les incidents les plus graves qui se sont produits au large des côtes marocaines, nous citons le naufrage de Batu Samir en novembre 1982, celui de tanker iranien Khalid 5 en décembre 1989 et l'accident du Sea Spirit en août 1990 au large du Hoceima. Donc, c'est quoi les marées noires? Une marée noire est le déversement en mer de grandes quantités de produits pétroliers, pétrole, fioul ou mazout, qui forment des nappes et ces nappes sont transportées par la mer et viennent s'échouer sur la côte. Les marées noires causent 3 impacts principaux. Premier impact sur les faunes et les flores. Durant la phase de propagation, la nappe de pétrole affectera les animaux qui viennent respirer en surface de l'eau et les oiseaux qui plongent dans l'eau pour y chercher leur nourriture et aussi les algues et les micro-organismes vivant à la surface de l'eau. Deuxième impact sur le littoral, les natures côtières les plus sensibles sont les côtes protégées, comme les estuaires ou les marais salants.
et aussi les sites Ramsar. Troisième impact, c'est l'impact sur l'économie, car à cause des frais de lutte et du nettoyage, et la détruire et arrête les activités portuaires et touristiques, et S'il vous aussi plaît, problème de... s'il vous Oui, plaît, l'écran seulement planté dans la première diapo. Essayez de... donc il y a un problème. Maintenant, est-ce que C'est l'écran le même net? problème. Je vois le même problème. Euh, essayez, essayez de partager tout l'onglet, toute l'intégralité de votre écran. Là, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon. Ok. Euh, l'objectif de ce sujet est la cartographie des sites côtiers vulnérables face aux marées noires, basée sur la cartographie de trois indices de sensibilité. L'indice géomorphologie et l'indice de biodiversité et l'indice socio-économique. Premier indice, l'indice géomorphologique qui regroupe deux paramètres, typologie morpho-sédimentaire et l'exposition. Pour identifier les types des côtes, on utilise des sources divers comme des cartes et des études topographiques ou thématiques existantes, technologies de télédétection et les photos aériennes et les images satellitaires. Deuxième, deuxième indice, l'indice de biodiversité, basé sur la présence ou l'absence des sites protégés et par la présence ou l'absence des espèces menacées et par présence ou l'absence des différents types d'habitats et d'écosystèmes côtiers. Troisième indice, la cartographie de l'indice socio-économique basé sur la présence ou l'absence des activités caractéristiques de l'espace marin côtier et les activités socio-économiques sensibles à cartographie en plusieurs catégories comme la pêche, l'aquaculture, les activités industrielles et les activités touristiques et la présence ou l'absence des ports et les sites culturels. Les étapes de la réalisation de la carte de vulnérabilité dépendent sur définition de la couverture géographique des cartes et définition des ressources et caractéristiques à cartographier pour chaque thème, type de côte, écosystème et ressources biologiques vulnérables et caractéristiques socio-économiques vulnérables et collecter des données géographiques pertinentes, identification des types de côtes et de sa vulnérabilité environnementale et des ressources biologiques vulnérables et des caractéristiques socio-économiques. Et aussi identification des sites les plus vulnérables. Et enfin, on obtient une carte de vulnérabilité au déversement des hydrocarbures. L'indice de vulnérabilité morpho-sédimentaire, l'ISI, tient compte la nature morphologique et sédimentaire de la côte ainsi que leur exposition aux agents hydrodynamiques. Ces deux facteurs déterminent la capacité de piégeage des sédiments matérialisés par leur immanence des hydrocarbures et la capacité d'auto-nettoyage. L'ISI propose une classification de 5 niveaux de vulnérabilité. Commence première peu sensible et cinquième très sensible.
Chaque couleur correspond à un type particulier de code, permet d'identification rapide du type de code et de sa vulnérabilité associée. Le second paramètre d'après la nature géomorphologique, c'est l'exposition en mer et sur la côte. Elle est important car les vents permettent de déterminer le déplacement des nappes et la nappe est emportée par la propagation de la houle et de leur obliquité à la côte et les courants de marée jouent un rôle important lorsque le polluant arrive à bord des côtes. Troisième paramètre est le temps de persistance des hydrocarbures dans le milieu. Il dépend de facteurs comme le type de pétrole, le climat, la morphologie du polluant, l'hydrologie et la biodégradation des polluants et la morphologie des côtes. Quatrième paramètre est la difficulté du nettoyage. Dépend sur la géomorphologie des milieux infectés par la pollution. L'indice de nettoyage est donc varié de 1 à 3 en fonction de la difficulté. 1 facile et 3 très difficile. Les analyses multicritères donnent des résultats intéressants pour l'indice de sensibilité environnementale qui intègre des descriptions quantitatives et qualitatives de chaque couche d'information. Le degré de sensibilité dépend de la géomorphologie côtière et des processus physiques côtiers. Selon le tableau d'indice de sensibilité environnementale LISI, la cartographie côtière est divisée en 5 catégories. Première, les sites plus faibles sensibles, comme les côtes rocheuses exposées. Il a un indice de 1. Et les falaises meubles exposées à un indice de 2. Et deuxième catégorie, c'est les sites faiblement sensibles, comme les plages de sable exposées avec un indice de 3 et 4. Et troisième catégorie, les sites moyens sensibles, comme les plages à gravier et à galets, à un indice de 5 et 6. Et quatrième catégorie, les sites plus sensibles, comme les côtes artificielles abritées et les plages, les cailloux et blocs abrités, avec un indice de 8. Et enfin, les sites les plus forts sensibles, comme les zones humides et les marécages, et la vasière exposée au abri avec un indice de 10 et 9. L'indice de biodiversité est basé sur la présence ou l'absence d'espèces distinctes dans une zone et la présence de chaque espèce prendre une valeur de 1 et l'absence de 0. Les indicateurs de sensibilité socio-économique sont la présence ou l'absence des activités socio-économiques. Et l'indice de la vulnérabilité des activités socio-économiques varie entre 1 et 5. Comme exemple, les cultures marines prennent une valeur de 5 et les ports et les infrastructures portuaires prennent une valeur de 1. Et pour cartographier une carte de vulnérabilité totale, il nous faut de l'indice total. Un indice de vulnérabilité totale prend la vulnérabilité biomorpho-sédimentaire et la vulnérabilité socio-économique. D'après l'analyse multicritère, on arrive à subdiviser la zone en 3 classes en fonction de la sensibilité de chaque site selon l'indice total. On a les sites les moins sensibles, les sites moyennement sensibles et les sites les plus sensibles. Maintenant, je vais vous présenter un exemple sur la côte atlantique de la région Tanger-Titouna-Hoceima. C'est la carte représentative de différentes unités géomorphologiques de la côte atlantique de la région Tanger-Titouna-Hoceima. On a des plages
sableux et des côtes rocheuses et, disons, protégées comme l'estuaire de Tsahadat et de Loukous. Et cette carte représente, disons, côtières, représente les zones côtières de la région Tanger Tétouan Al Hoceima selon l'indice LISI. Donc, les sites les plus forts sensibles, comme les Madragues, de thon rouge à cause de leur importance économique, écologique et leur position de la mer, et aussi les estuaires et les estuaires Loukous et Tsahadat, car ce sont des sites d'intérêt national et international. Et les sites les plus faibles sensibles, on trouve les côtes rocheuses et les infrastructures portuaires. Et pour la carte de vulnérabilité globale de la côte atlantique de la région Tanger Tétouan Al Hoceima, on a d'après les trois indices, on a trois catégories. Les sites les plus sensibles, ce sont les Madragues et les zones Ramsar et les zones humides et les plages abritées. Et les sites moyennement sensibles, ce sont les infrastructures portuaires et les zones touristiques. Et les sites moins sensibles, les falaises et les côtes rocheuses. Pour terminer, on peut dire que les cartes de vulnérabilité au déversement des hydrocarbures constituent un outil essentiel pour la sélection stratégique de lutter contre le déversement des hydrocarbures le plus adapté. Elles garantissent une intervention rapide et efficace en cas de l'accident. La cartographie de la vulnérabilité des côtes constitue une étape essentielle dans l'élaboration du plan de lutte contre le déversement des hydrocarbures. Les cartes pourront être intégrées au plan de constitueront un outil essentiel pour la préparation et l'intervention. Et je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, je suis là pour répondre. Et merci. Merci Madame Aïcha, c'est très intéressant votre présentation. Je vous félicite. Bon, si vous avez des questions, on est là pour répondre. Vous pouvez soit intervenir directement via d'activer votre micro ou bien de laisser votre question sur l'onglet discussion. Vu l'apport c'est-à-dire l'information géospatiale avec l'évolution des techniques d'acquisition, les techniques d'acquisition aérienne ou spatiale ou bien terrestres, via des capteurs, soit des capteurs terrestres, se font des spectromètres, des radiomètres terrestres, on fait l'acquisition, ou bien des capteurs aéroportés, soit au bord des drones, des aéronefs, ou bien ce qu'on appelle les UAV, ou bien des avions. Il y a des avions, des capteurs destinés pour faire une cartographie énorme à l'échelle des villes, des provinces et des régions. Et des capteurs embarqués au bord des satellites qui sont vraiment divers et qui sont en cours d'évolution. Via aussi l'évolution de l'intelligence artificielle en termes c'est-à-dire de développement des plugins, des extensions, des géotraitements de la donnée, quelle que soit sa forme, des images ou bien des données vectorielles. On trouve bien sûr les outils géomatiques couplés par des domaines, c'est-à-dire de l'analyse multicritère, comme il a mentionné Madame Isha. On peut faire des cartographies de vulnérabilité des nappes, des eaux souterraines et d'autres. On peut faire une cartographie bien sûr couplée par de l'analyse, j'ai dit de MCA, Multicriteria Analysis. On peut faire une cartographie des zones potentielles d'eau souterraine. On peut prendre des décisions rationnelles dans divers domaines à l'aide de ces outils-là.
Donc, si vous avez des infos, si vous pouvez, si quelqu'un parmi vous veut intervenir, soyez les bienvenus. Si vous pouvez dire un mot, ou bien d'ajouter, ou bien de mettre l'accent sur une information, ou bien expliquer une information, soyez les bienvenus. On est là, donc c'est juste un moment d'échange, puisque nous sommes donc le domaine, vraiment le domaine de la géomatie, c'est un domaine très vaste, donc il couvre plusieurs disciplines. Donc c'était juste une première édition. On aura bien sûr, Inch'Allah, la chance d'organiser plusieurs éditions avec d'autres intervenants. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vois il y a des experts de l'agriculture qui sont là, de l'agriculture de précision par drone. Euh, bon, je pense qu'ils sont occupés. Donc voilà, si vous voulez intervenir. Et Monsieur Paul, Félicitations pour le webinaire. tu es là. Félicitations pour le webinaire. C'était vraiment très riche et précieux. Je salue tous les intervenants et tous les participants aussi. Merci à vous. Merci, cher Paul, pour votre intervention. Merci tout le monde pour le temps que vous avez sacrifié pour assister à ce cours webinaire. Chers participants, chers intervenants, donc je vous remercie pour votre présence, les intervenants pour votre présentation. Il reste encore d'autres chances, d'autres webinaires, Inch'Allah, avec le temps, visant les engagements, c'est difficile avec l'engagement et tout. Donc, on reste là à votre disposition s'il y a des questions. Sinon, vous pouvez nous contacter par email si vous avez besoin d'une information ou bien d'aide. D'accord? Merci. Oui? D'accord, merci. À très bientôt.